Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de reprendre et de continuer ce chapitre 6 sur les forces centrales. Alors je vous rappelle quelques éléments essentiels, très rapidement. Nous avions défini dans un premier temps ce qu'était une force centrale conservative. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une force centrale conservative se met sous la forme F de R, ER. La direction de cette force passe constamment par le centre de force, ici noté O, et la norme de cette force centrale ne dépend que de R. On a également mis en exemple, ici deux exemples, enfin trois, pardon, l'interaction gravitationnelle, l'interaction coulombienne et la force de rappel élastique. D'accord. Nous avions ensuite mis en évidence ce qu'était une force centrale conservative. D'accord. Donc on avait ici associé l'énergie potentielle ici à cette force centrale. Donc pareil, nous avions repris l'exemple ici de l'interaction gravitationnelle. Il faut être capable ici d'estimer l'énergie potentielle gravitationnelle associée à cette force centrale conservative. Donc n'oubliez pas toujours cette constante additive près que vous déterminez en fixant l'origine de l'énergie potentielle. D'accord. Voilà, donc premier point ici essentiel à retenir sur cette introduction, ce nouveau chapitre, une force centrale newtonienne. Alors une force centrale newtonienne, je vous rappelle, étant K sur R carré ER. Donc centrale conservative, elle dérive d'une énergie potentielle sous la forme K sur R. Donc rappelez-vous, ici dans le cas de l'interaction gravitationnelle, K vaut moins G Mn', donc K est négatif, cette force est donc attractive. Dans le cas contraire, K est positif, c'est le cas de l'interaction coulombienne ici répulsive entre deux charges QQ', ici de même signe. Ensuite, il faut être capable ici de mettre en évidence la conservation du moment cinétique, d'accord, par application du théorème du moment cinétique, par rapport au centre de force O, d'accord, être capable de montrer que ce vecteur-là est une constante vectorielle du mouvement, que l'on peut d'ailleurs déterminer grâce aux conditions initiales. C'est-à-dire que si ce vecteur-là est une constante, c'est-à-dire que ce vecteur-là garde une direction fixe et une norme constante. Et à partir de là, il y a deux conséquences immédiates. Le fait que ce vecteur-là garde une direction constante implique que le mouvement ici sera plan. Et le fait que ce vecteur possède une norme constante implique finalement la définition, va permettre de définir ce qu'on appelle la constante des airs, C égale R carré θ point. Donc voilà, je reprends la démonstration. Donc là, sans aucun calcul, vous définissez un plan P passant par le centre de force O, perpendiculaire à la direction constante de ce vecteur-là, moment cinétique du point M par rapport au centre de force O, d'accord, et être capable de montrer très rapidement le fait que tout mouvement à force centrale est plan, contenu dans le plan P, vous voyez, passant par le centre de force O et perpendiculaire à la direction constante du vecteur moment cinétique. D'accord. Et ça permet de simplifier l'étude. En effet, on passe d'un repérage sphérique à un repérage polaire. D'accord, voilà. Et ça permet ici d'expliciter la norme de ce moment cinétique en repérage polaire, où on met en évidence que, voilà, il apparaît une constante C, telle qu'à chaque instant, le produit R carré θ point soit une constante. Pareil, cette constante, on peut la déterminer grâce aux conditions initiales, d'accord. Et ça définit la constante des airs, en mètres carrés seconde moins 1, une constante qui est fondamentale dans l'étude de ce chapitre, d'accord. Donc ça, justement, cette constante des airs réapparaît une nouvelle fois quand on va donner une interprétation géométrique de cette constante via la vitesse aérolaire. Donc c'est le point, pour dire, le plus technique de ce chapitre, où il faut être capable d'estimer, vous voyez, l'air élémentaire, dA, balayé entre deux instants infiniment proches par le vecteur position. Et ça se base sur la norme du produit vectoriel divisé par 2. Ce qui nous intéresse, je vous rappelle, c'est cet air-là, d'accord, qui est assuré comme ceci. Et cet air-là, d'accord, c'est la moitié de l'air du losange. Ce losange étant défini par ici, il s'appuie sur les deux vecteurs OM à l'instant t et OM à l'instant t plus dt. D'accord. Donc ça, calcul à reprendre, qui n'est pas évident. Ça définit l'air élémentaire balayé par le vecteur position entre deux instants infiniment proches. Vous ramenez ça à l'unité de temps et ça définit ce qu'on appelle la vitesse aérolaire. Ça, c'est la surface balayée par unité de temps, d'accord, qui est constante et qui vaut C sur 2, d'accord, donc exprimé en mètres carrés seconde moins 1. Et ça, on va le retrouver ensemble d'ici quelques temps. À la fin du chapitre, ça nous amènera à la deuxième loi de Kepler. Rappelez-vous, 1609, le rayon vecteur Soleil-planète balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. D'accord. Donc voilà, tout ça c'était basé sur la conservation uniquement du moment cinétique. Aujourd'hui, on va continuer ces lois de conservation pour un point matériel mobile dans une force centrale ici conservative. On va montrer que l'énergie mécanique
également se conserve. D'accord? Donc là, on va passer au grand 3 de ce chapitre. Le grand 2 étant la conservation du moment cinétique. Donc on y va. Grand 3. Voilà. Il s'agit, ici, de montrer, ici, de mettre en évidence et d'exploiter la conservation de l'énergie mécanique. Voilà. Donc deuxième grandeur, ici c'est une grandeur qui sera scalaire bien évidemment. Le moment cinétique est une grandeur vectorielle, là c'est une grandeur qui est scalaire. Conservation du moment de l'énergie mécanique. Donc on y va, démonstration. Alors démonstration qui sera assez rapide dans la mesure où on va rappeler les hypothèses nécessaires pour le montrer. On y va, ça permet de replacer le contexte, ce que je viens de faire ici à l'oral pendant 4 minutes. Donc on va rappeler ici voilà, le contexte. En effet, nous avons un point M, d'accord, voilà, c'est un point ici matériel mobile dans R galiléen, ouais, ça faut le préciser également, hein, d'accord, le référentiel R d'étude il est galiléen. Ensuite, on rappelle que O, c'est le centre ici de force, voilà, et c'est le centre de force, il est fixe dans le référentiel R galiléen. Alors ça, je vous rappelle le contexte, j'avais noté, je pense, hein, c'est le cas où la masse M' du point O est très largement supérieure à celle du point M. Bien. Et le point M, voilà, on rappelle également qu'il n'est soumis, d'accord, soumis uniquement à une force centrale conservative. Donc soumis uniquement à une force centrale conservative. D'accord? Donc on va apprendre l'expression générale d'une force centrale. Donc F ici, hein, j'ai même pas mis de dépendance ici, hein, je n'ai pas mis directement, pardon, F. Voilà, vecteur F. Voilà, je reprends la même notation, égale, pardon. Donc F de R selon R. D'accord? C'est bon pour tout le monde. Voilà, le vecteur F égale F de R selon ER. Bon. Force centrale, évidemment, hein, deux centres de force O. Peut-être le rajouter. Deux centres de force O. Là, pour montrer que l'énergie mécanique se conserve, vous connaissez ici l'outil à utiliser. Il s'agit du théorème de l'énergie mécanique. Donc on y va. On va utiliser le théorème de l'énergie mécanique. Donc on va rappeler son expression. En effet, les variations finies d'énergie mécanique du point M, d'accord, les variations finies d'énergie mécanique, d'accord, sont égales à la somme des travaux des seules forces, attention, non conservatives dans R. Je vous rappelle que seules les forces non conservatives ici font varier l'énergie mécanique. Ici, voilà, conclusion 0. Pourquoi? La seule force en présence, elle est conservative. Donc il n'y a aucune force non conservative. Voilà. Donc là, on a très rapidement mis en évidence, hein, bien sûr, après avoir rappelé les hypothèses, hein, le contexte de l'étude, on vient de montrer que l'énergie mécanique du point M mobile est une constante du mouvement, hein, constante scalaire, hein, qu'on détermine également grâce aux conditions initiales. Et ça, je vous rappelle, ça définit l'intégrale première du mouvement. Vous l'ajoutez, d'accord, directement, d'accord, cette équation définit l'intégrale première du mouvement. Bon. Une fois qu'on sait que cette énergie mécanique est constante, on peut l'exprimer. Oui, parce qu'on sait, grâce à la conservation du moment cinétique, on sait qu'on peut se placer en repérage polaire. Donc on y va. Deuxième temps, voilà, on va exprimer l'énergie mécanique, voilà, dans le système de repérage polaire. Donc expression de l'énergie mécanique, ici, voilà, en coordonnées polaires. Voilà. Alors, pareil, la justification de l'utilisation des coordonnées polaires vient de la conservation du moment cinétique du point M par rapport au centre de force O, mouvement plan contenu dans le plan P passant par le centre de force O est perpendiculaire à la direction constante de ce vecteur moment cinétique. Et là, je vous rappelle, dans le cadre de ce repérage polaire, d'accord, donc dans ce cas, la vitesse, ici, instantanée, du point M dans R,
Elle s'écrit ici assez simplement, vous le savez. Ça sera de la forme R.ER, on l'avait déjà noté ça, plus R, θ.θ. D'accord? Classique. Et là, finalement, dans cette expression de vitesse instantanée, il apparaît la composante radiale et orthoradiale. Et dans ce contexte, la composante radiale, ce sera la vitesse radiale avec laquelle le point M va se rapprocher ou s'éloigner du centre de force O, alors que la composante orthoradiale, elle va représenter la vitesse orthoradiale de rotation du point M autour du centre de force O. De toute façon, on aura le temps de le retrouver ça, d'accord? Donc, dans ce cas, la vitesse instantanée a cette expression-là, d'accord? On en déduit l'énergie ici cinétique du point M dans R, d'accord? C'est 1/2 de mv ici carré, 1/2 de mv carré. Il faut prendre le carré de cette grandeur vectorielle ici, d'accord? Donc 1/2 de m, donc on a r.ER plus r θ.Eθ, le tout au carré. Attention, le tout au carré. Bon, le calcul, on peut peut-être le mener de tête, hein, d'accord, pour gagner une étape de calcul. Là, vous avez du a plus b carré en grandeur vectorielle. Donc le a carré, ça donnait r point carré, er carré. Sauf que er au carré, c'est er scalaire er. Er scalaire er, ça fait 1. Donc il nous reste le premier terme en 1/2 de m. D'accord? Donc je vais ouvrir ma parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Premier terme, le a carré. D'accord? Vous retournez uniquement le r point carré. Puisque er scalaire er, ça fait 1. Le b carré, d'accord, c'est tout ça au carré. Donc r carré, θ point carré, Eθ scalaire Eθ. Eθ scalaire Eθ, ça fait 1. Donc il nous reste r carré, je vérifie, θ point carré. Le terme complémentaire, hein, d'accord, plus 2ab, donc plus 2 fois ça fois ça. Attention, vous allez avoir er scalaire Eθ, ça fait 0. Donc voilà. Le développement s'arrête ici. Bon. Donc là, on en déduit l'énergie cinétique. Il suffit de rajouter ici une expression de l'énergie potentielle du point M. Donc l'énergie potentielle du point M, ici dans le cadre de ce chapitre, où le point M, regardez, c'est encore noté, est soumis à une unique force centrale conservative dont la norme ne dépend que de R. Là, l'énergie potentielle, vous le savez, hein, elle ne dépend également que de R. D'accord? Et dans ce cas-là, voilà, donc ça, ici, c'est lié au fait que la force, ici, elle est centrale conservative. Voilà. D'accord? Avec une telle expression. Hein. D'accord? F égale F de R selon ER. D'accord? Elle ne dépend que de R. Donc là, on en déduit. Voilà, l'expression de l'énergie mécanique, c'est ce qu'on cherche. Hein. Là, on va exprimer l'énergie mécanique du point M ici. Donc l'énergie, je remonte. L'énergie mécanique de M dans R. Je fais la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. On y va, donc je développe directement. Ça nous donne 1/2 de M, R point carré, plus 1/2 de M, R carré, θ point carré, auquel j'ajoute l'énergie potentielle. L'énergie potentielle qui ne dépend que de R. Bon. Alors, ensuite, tout ça, bien sûr, hein, tout ça c'est constant, j'oublie pas de le noter, voilà, ça c'est constant. Ici, on peut même encadrer, hein, voilà, la somme de ces trois termes, d'accord, est constant. Ça, c'est l'intégrale, hein, première du mouvement. Première du mouvement, où il apparaît des grandeurs hein, qui dépendent du temps. Hein. R dépend du temps, R point dépend du temps, θ point dépend du temps, bon, voilà. Donc une fonction énergie mécanique qui dépend de la coordonnée radiale, sous forme R carré, R point carré, et la coordonnée ici angulaire, θ, sous la forme θ point carré. Bon, sauf que, rappelez-vous, il y a une relation ici entre R, je dirais plutôt R carré et θ point, c'est la constante des R. En effet, là, on ne va pas laisser l'expression d'énergie mécanique sous la forme voilà, d'une dépendance en R et en θ. Ce qu'on va faire, on va rappeler l'expression de la constante des R. D'accord ? La constante des R, je vous rappelle, elle provient de la conservation de la norme du moment cinétique. Et cette constante des R, C, d'accord, elle est égale à R carré, donc à tout instant, hein, R carré θ point. D'accord? Donc, cette constante des R, c'est égale R carré θ point. Qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Elle va me permettre de réexprimer le produit, vous voyez, le produit R carré θ point carré. Ce produit R carré θ point carré,
je vais les réexprimer. En effet, r carré θ point carré, parce que tout le monde voit que pour avoir du θ point carré, je dois élever la constante des r au carré. En effet. Donc j'aurai du c carré. Donc si j'élève la constante des r au carré, en effet, j'aurai du θ point carré, mais par contre, j'aurai du r4. Donc pour retrouver r carré θ point carré, il suffit de diviser c carré par r carré. D'accord? Et là, on va remplacer ce produit r carré θ point carré dans l'expression de l'énergie mécanique du point M. D'accord? Donc, on y va à la suite. On réécrit l'énergie mécanique du point M dans R. Donc, le premier terme, je n'y touche pas. Ça fait 1 demi de M R point carré. D'accord? Voilà. Le second terme, ici, en 1 demi de M R carré θ point carré. Donc, lui, je le modifie. Donc 1 demi de M, R carré θ point carré, ça fait C carré sur R carré, plus une énergie potentielle qui ne dépend que de R. Et ça, je vous rappelle, la somme de ces trois termes doit être constant à tout instant et définit l'intégrale première du mouvement. D'accord? Voilà. Voilà, donc là on a réécrit l'expression de l'énergie mécanique et ici on voit bien que c'était fonction énergie mécanique n'est fonction que de R. Alors fonction que de R et de sa dérivée, hein, temporelle première, R point. Là il y a du R point carré, là il y a du R carré, et l'énergie potentielle, elle ne dépend que de R. Donc je modifie un tout petit peu, voilà. Voilà, au niveau de la caméra, voilà, que c'est un peu plus net. Voilà. Alors, voilà, là c'est l'expression de l'énergie mécanique, et d'ailleurs dans cette fonction énergie mécanique, il apparaît, vous voyez, deux termes d'énergie cinétique, je ne l'ai pas dit, hein. Ça sera l'énergie cinétique radiale, d'accord, énergie cinétique radiale, et ici on aura l'énergie cinétique, ici ortho-radiale, d'accord, énergie cinétique radiale et énergie cinétique ortho-radiale, d'accord, somme des deux termes devant ici la fonction énergie potentielle, d'accord, voilà. Donc voici pour la fonction énergie mécanique, et en fait, quand on écrit ici cette fonction énergie mécanique en repérage polaire, eh ben, il apparaît en fait, vous voyez donc cette énergie cinétique radiale en 1 demi de m r point carré, et vous voyez ces deux termes là, d'accord, qui suivent, 1 demi de m r point carré, donc ce terme là et ce terme là, on va les regrouper. Et en fait, quand on fait la somme de ce terme-là, donc l'énergie cinétique orthoradiale et l'énergie potentielle réelle, énergie potentielle liée à la force centrale conservative, ça, la somme de ces deux termes définit ce qu'on appelle une nouvelle fonction. Ouais. Ça plus ça définit l'énergie potentielle effective. D'accord? Donc c'est une nouveauté pour vous aujourd'hui. L'énergie potentielle effective, hein, ici, ce sera la somme de l'énergie cinétique orthoradiale et de l'énergie potentielle. Donc si on définit ces deux termes-là comme étant l'énergie potentielle effective, vous voyez que finalement, le problème serait dû à un problème où on a une énergie mécanique qui est constante, et elle serait écrite sous la forme 1 demi de mr point carré plus une fonction énergie potentielle effective. Donc ça revient à, entre guillemets, à refaire une étude d'un système conservatif unidimensionnel. Vous voyez, ça permet vraiment de simplifier l'étude, et ça on vous le demande souvent. D'accord? On va faire un sujet de DS juste après. Enfin, je vous donnais les questions, on ne va pas le traiter intégralement, on n'aura pas le temps. On va y passer 2 heures, d'accord, de vidéo complète. C'est, voilà, ça définit, pardon, dans un troisième temps, la notion ici d'énergie. Voilà, notion d'énergie potentielle. Notion d'énergie potentielle effective. Notion d'énergie potentielle effective. Voilà. Alors, définition, comme la définir ici, proprement, en dessous. Voilà. Alors, ici, cette énergie potentielle effective, on y va. Donc, l'énergie, on va l'écrire en toutes lettres, potentielle effective. Donc, l'énergie, je vais centrer la feuille pour que tout le monde voit. Potentielle effective d'un point matériel. Pareil, hein, ce point matériel soumis à une force centrale conservative, soumis à une force centrale conservative. Cette énergie potentielle effective, c'est la somme de son énergie cinétique ortho-radiale, ouais, et de son énergie potentielle.
et de son énergie potentielle. Tel qu'à tout instant, voilà, on puisse réécrire, voilà, une fonction énergie potentielle effective qui ne dépend que de R sous la forme 1 demi. Donc on a pris 1 demi de m c carré sur r carré. Donc ça va retrouver, hein, si on vous demande de retrouver cette expression-là. Donc là, pour avoir l'énergie potentielle effective, n'oubliez pas d'ajouter l'énergie cinétique orthoradiale, donc 1 demi de m c carré sur r carré, à la fonction énergie potentielle. L'énergie potentielle effective, c'est l'énergie potentielle que l'on vous donne dans l'énoncé à laquelle vous devez rajouter le terme en 1 demi de m c carré sur r carré. D'accord? L'énergie potentielle ici effective, c'est la somme de ces deux termes. D'accord? Oula. Ça permet de réécrire, je l'ai dit, finalement, très simplement, l'énergie mécanique du point M dans R, j'écris un peu plus grand pour que tout le monde puisse voir, des fois c'est pas si net que ça, égale 1 demi de M R point carré, énergie cinétique radiale, plus, ouais, si j'écris grand ça va mieux, on dirait, plus l'énergie potentielle effective. Ça, finalement, ça doit vous faire penser au cas très simple, c'est chapitre 3 de mécanique. Là, on retrouve l'étude d'un système conservatif unidimensionnel. Voilà. Donc, étude d'un système conservatif unidimensionnel. Attention, là, le point matériel n'est soumis qu'à une seule force centrale conservative, de centre de force O. D'accord? Voilà. Alors ça, d'un point de vue méthode, ça on vous demandera toujours d'estimer, de déterminer l'énergie potentielle effective du point M. Et une fois que vous avez ça, ça c'est super important parce que vous allez pouvoir étudier ce graphe. Comme tout graphe d'énergie potentielle, le graphe d'énergie potentielle effective va permettre de déterminer les limites du mouvement radial, les zones qui seront permises et interdites, d'accord, au point M. D'accord, rappelez-vous, il faut qu'elle vérifie une certaine condition, hein, et également étudier la stabilité des positions d'équilibre. D'accord, donc ça c'est un point méthode que je vais noter derrière, ici à la suite, derrière la suite du cours, pardon. Donc après cette définition, on va peut-être rappeler ce point méthode qui est très important, qu'on va retrouver dans ce chapitre, et qu'on avait abordé ensemble dans le chapitre 3, énergétique du point matériel. Donc point méthode, en effet, l'étude du graphe d'énergie potentielle effective qui ne dépend que de R. Alors elle permet de déterminer, on va dire, allez, trois choses. Ouais, allez, permet de déterminer ici, voilà, trois choses. Déjà bien, c'est l'étude du graphe. L'étude du graphe après avoir déterminé cette fonction énergie potentielle effective. Donc ça permet de déterminer les limites du mouvement radial. Ouais. Là, on aura une contrainte, ça sera seulement l'étude du mouvement radial du point M. Donc l'étude du mouvement ici radial, uniquement mouvement radial du point M. Donc en fait, on aura les valeurs autorisées et permises de R1. D'accord, c'est ce que je vais mettre ici en dessous. En fait, ça revient également à définir les zones qu'on qualifiera de permises et interdites, ici, du point M. Et rappelez-vous la condition, d'accord, ces zones sont telles que, il faut que, rappelez-vous, la courbe d'énergie potentielle effective soit toujours située en dessous de la droite horizontale d'énergie mécanique, ouais, qui est une constante. Rappelez-vous, voilà, qu'on traçait la droite horizontale d'énergie mécanique. Voilà, il fallait respecter cette condition-là pour avoir les zones permises. Donc, attention, les zones permises, d'accord, sont telles que il faut que l'énergie potentielle, bon, sans vous en douter, l'énergie potentielle effective soit toujours en dessous des droites horizontales d'énergie mécanique. Alors, j'ai mis égal, ça définit les points d'arrêt. Les points, ici, de coordonnées R, d'accord, de rayon polaire R, tels que l'énergie potentielle effective soit égale à l'énergie mécanique. C'est-à-dire que l'énergie cinétique sera égale à 0. D'accord. Troisième temps, l'étude de ce graphe permet de déterminer les positions d'équilibre. D'accord. Donc les positions ici d'équilibre. Voilà. Et leur stabilité. Rappelez-vous en deux temps, rappelez-vous votre DM. On cherche d'abord à déterminer les positions d'équilibre. Ensuite, on étudie leur stabilité. Par exemple, je vous rappelle, il faut que voilà la dérivée
première de l'énergie potentielle effective par rapport à R en R équilibre est égal à 0, d'accord, soit égal à 0, mais aussi il faut vérifier, alors ça je vais prendre le cas, attention, pour une position d'équilibre, voilà, stable. Pour une position d'équilibre stable, R équilibre. Donc en plus de ça, ça définit le fait que R équilibre est effectivement une position d'équilibre. La seule chose qui change par rapport au chapitre 3, c'est cette fonction, hein, énergie potentielle effective. L'équilibre est stable si la dérivée seconde de l'énergie potentielle effective par rapport à R, prise en R équilibre, soit strictement positive. D'accord? Voilà. Voilà pour cette conservation de l'énergie ici mécanique. Alors ce que je vous propose tout de suite, hein, c'est vraiment rendre concret, hein, tout ce qu'on a dit ensemble. Ça c'est un suivi de DS que je propose assez régulièrement, hein, que j'aime bien, puisqu'il modélise les interactions nucléaires. Donc petit 4, je vais faire un exemple, je vais vous donner le contexte, je vais vous donner quelques questions, ça permettra ensuite de vous laisser le temps de le chercher durant la deuxième heure. Donc exemple. D'accord, je ne vais pas le traiter, hein, ici intégralement, je vais juste vous guider dans les questions, hein, d'accord. Donc 4 exemples, ça voilà, c'est un sujet vraiment de DS classique, hein. Enfin c'est une première partie de DS, hein, d'accord, sur ces forces centrales. Donc c'est ce qu'on appelle le potentiel de Yukawa. Potentiel de Yukawa, donc potentiel c'est énergie potentielle, hein. Donc ce potentiel de Yukawa, d'accord, il vous est donné sous la forme EP de R, donc c'est bien une fonction énergie potentielle qui ne dépend que de R, sous la forme K sur R, ouais, exponentielle moins R sur A. Ça, c'est le potentiel de Yukawa. Et ça, cette énergie potentielle, elle modélise, on est bien dans la modélisation, elle modélise les interactions nucléaires au sein même du noyau. Donc, elle modélise les interactions nucléaires, d'accord, avec, on va préciser deux choses, le fait que R, ce soit bien sûr la norme du vecteur position OM, et précisons, surtout, dans un premier temps, le signe de A strictement positif. D'accord? Voilà, donc dans ce contexte, un nucléon, donc je parle bien d'un nucléon, voilà, donc un nucléon ici supposé ponctuel, donc là, il n'y a pas de souci, hein. Le modèle du point matériel s'applique bien au nucléon, donc un nucléon supposé ponctuel est soumis à une force centrale conservative, donc soumis à une force centrale conservative qu'on va noter F, voilà, dérivant de l'énergie potentielle EP de R, que l'on vous donne ici dans l'énoncé. Voilà. Donc un nucléon soumis à une force centrale conservative qui dérive de cette énergie potentielle EP de R. Bon. Première question. Pareil. D'accord. Donc ça on pourra discuter durant la deuxième heure de ce cours. Exprimer. Voilà. Déterminer. Donc là, déterminer la force F subie par le nucléon. Subie par le nucléon. Donc, déterminer la force F subie par le nucléon. Bon, là, il faut revenir, la définition, hein, la force centrale est conservative si elle dérive d'une énergie potentielle. Donc là, forcément, je ne vais pas faire le calcul, hein, je donne juste des pistes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'expression de la force? Il faut se rappeler, d'accord, dans le cours, ce qu'on a fait mardi après-midi, à un certain moment, voilà, rappelez-vous, hein, par définition, on part du fait que le travail élémentaire de cette force dans R est égal mais opposé à la différentielle d'énergie potentielle, d'accord? Et ça doit vous amener, sachez le retrouver, au fait que la force F, elle dérive par rapport à R de l'énergie potentielle. Voilà. Donc pour avoir cette force F, il faut dériver l'énergie potentielle ici par rapport à R et ne pas oublier le signe moins. D'accord? Alors attention, dériver par rapport à R, vous voyez tout de suite là, le piège. Il y a un R ici, en 1 sur R, et après exponentielle moins R sur A. Donc c'est un produit qu'il faut dériver. Hein. D'accord? Donc je vous laisse dériver le produit. D'accord?
et avoir l'expression de la force F. D'accord? Pas très compliqué. Une fois que vous avez l'expression vectorielle de la force F, alors oui, il y a la force F, évidemment, force centrale. On cherche F, s'écrivant sous... Voilà, nous ce qu'on aura, en dérivant l'énergie potentielle, on aura ces termes-là, on aura la dépendance radiale de F, on aura F selon R. N'oubliez pas de lui adjoindre le vecteur unitaire ER, hein, d'accord? Comme ceci. Hein. Et ça, une fois que vous avez ça, d'accord, vous allez donner ici l'expression de la dépendance radiale et donner le signe de K. Est-ce que K est positif, d'accord, ou K est négatif? Alors ici, attention, la force centrale est attractive. Hein. Attention, on a une force centrale attractive. Hein. Placez bien le contexte, on est bien dans les interactions nucléaires, ici, donc force centrale attractive. Bon, là, vous connaissez la réponse, hein, d'accord? Voilà. Première question, déterminer l'expression vectorielle de la force F subie par ce nucléon. Revenir à la définition du cours, aboutir au fait que F, ici, dérive de l'énergie potentielle par rapport à R, d'accord? Et une dérivée d'un produit. Voilà. Deuxième question, type DS, voilà. Montrer que le mouvement est plan. Bon. Montrer que le mouvement est plan. Voilà. Bah, ça, pareil, je vais se refaire la démonstration de cours. Attention, avant de passer, certains vont peut-être déjà faire le schéma du plan P, comptant le point O, perpendiculaire au moment cinétique. Là, ce qu'il faut, c'est appliquer. Donc là, il faut appliquer le théorème du moment cinétique. Là, il faut appliquer ici le théorème du moment cinétique par rapport au centre de force O fixe, plus faire le schéma, d'accord, avec le fameux plan P. D'accord, ce fameux plan P qui passe par le centre de force O est perpendiculaire à la direction constante du moment cinétique. D'accord, la démo, ça c'est du cours. Hein. Ça c'est vraiment du cours, d'accord, qu'on aborde ensemble mardi après-midi. Hein. Pas très compliqué, loin de là. Ensuite, question logique, une fois que vous avez montré que le mouvement est plan, on vous demande, voilà, je vous ai demandé dans le sujet, enfin je demandais dans le sujet, pardon, d'estimer, évaluer la constante des airs. Ouais, ça on l'a pas encore fait. Voilà. Donc, évaluer la constante des airs compte tenu des conditions initiales. Là, il faut des conditions initiales. Il faut évaluer la constante des airs. Ça, vous pouvez le faire que si on vous donne des conditions initiales. Alors, ces conditions initiales, elles portent sur le vecteur position à t égale 0. Donc là, j'avais pris voilà, du R0 selon EX et une vitesse initiale. Voilà, donc notation vectorielle, à deux composantes, une composante V1 selon EX, plus une composante V2 selon EY. D'accord? Voilà. Donc là, il faut estimer, à partir de ça, l'expression, enfin l'expression de C, la constante des airs. D'accord? Donc ça apparaît, la constante des airs, elle provient de la conservation de la norme du moment cinétique. D'accord? Et là, rappelez-vous, hein, ce vecteur moment cinétique est une constante vectorielle, et je le répète, cette constante vectorielle, vous allez l'évaluer à t égale à 0. Donc en fait, il suffit d'évaluer vectoriellement le vecteur moment cinétique hein, du point M à t égale 0. Donc ce sera OM en 0 vectoriel M fois la vitesse en t égale à 0. Et vous allez par identification obtenir l'expression de la constante des airs. D'accord? Donc ça également, le fait de vous laisser chercher la deuxième heure, ça permet de répondre à vos questions directement sous Discord. D'accord? Il va éviter de faire une correction quand vous subissez la correction durant la deuxième heure. D'accord? Voilà. Quatrième question, voilà, on y vient à cette fameuse énergie potentielle effective. Exprimer voilà, l'énergie potentielle effective. Donc exprimer l'énergie potentielle effective. Donc là, ça vient juste d'être fait. Hein, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc exprimer cette fonction. D'accord, énergie potentielle effective. Alors, là, voilà, directement, vous repassez de l'expression. Hein, vous passez en coordonnées polaires. Vous exprimez l'énergie mécanique en coordonnées polaires. Vous faites apparaître, on l'a fait, hein, donc 1 demi de mr point carré, plus 1 demi de mr carré θ point carré, plus énergie potentielle qui ne dépend que de R, égale une constante qui dépend des conditions initiales. Vous transformez le R carré θ point carré, d'accord, directement comme on a fait tout à l'heure, avec la constante des R, et vous allez simplement hein, définir ici, il faut aboutir. Hein. C'est-à-dire que là, vous devez, ici, vous allez réécrire hein, simplement, voilà, énergie potentielle effective, ou par définition, vous reprenez ça, hein, s'il faut. Hein. Si vous êtes à l'aise, ça c'est l'énergie cinétique ici orthoradial, 1 demi de mc carré sur r carré, plus, voilà, EP de R.
Sauf que ça, vous ne le laissez pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez l'expression de la constante des airs. C, vous connaissez. C, il est là. Donc vous remplacez, vous avez directement, et vous remplacez EP de R par K sur R, elle est là-haut, hein, K sur R exponentielle moins R sur A. D'accord? La somme des deux, vous avez la fonction énergie potentielle effective. Ok? Bien, dernière question de ce sujet type DS. Pour quelle valeur de l'énergie mécanique, enfin, quelle valeur d'énergie mécanique correspondent à une situation usuelle d'un nucléon? Voilà, donc quelle valeur? D'accord. Alors, quelle valeur au sens général, hein, d'accord? Je ne cherche pas des valeurs numériques précises. Hein, quelle valeur d'énergie mécanique? Donc, c'est un intervalle. Hein, c'est un raisonnement graphique qu'on vous demande ici. Quelle valeur d'énergie mécanique, ici, correspondent, alors, évidemment, à une situation usuelle d'un nucléon, c'est un état lié. D'accord? Rappelez-vous, hein, un état lié, d'accord? L'état lié nucléon est lié au centre de force, hein, est lié au noyau, d'accord? Par opposition à un état libre, un état de diffusion, d'accord? Donc là, pour cherche voilà, les valeurs d'énergie mécanique au sens large du terme, on ne cherche pas à avoir des valeurs numériques, voilà, ici, ou voilà. Alors ça, c'est un raisonnement graphique. Hein. Donc là, il faut tracer le graphe, ici, d'énergie potentielle effective précédent. Donc une petite étude de fonction de cette étude-là, où vous tracez sur votre calculatrice, hein, tracez le graphe, et après c'est purement qualitatif. D'accord? Pourquoi? Puisque vous devez placer vos droites horizontales d'énergie mécanique. Vous faites, allez, 1, 2, 3 cas, vous allez voir, hein, cette fonction d'énergie potentielle effective, vous la tracez en fonction de R, bien évidemment. Vous placez le centre de force O, vous placez vos droites horizontales d'énergie mécanique, et là, vous menez une petite discussion très rapide sur les états liés, état de diffusion, trajectoire bornée ou trajectoire non bornée. D'accord? Voilà. Donc ça, on reprend ensemble. Là, je vous laisserai mener chacun à votre propre rythme la résolution de ce problème sur le potentiel de Yukawa. Voilà, donc ça, par écrit, il y en a pour un quart d'heure. D'accord? Ça permettra également de continuer l'exo sur le théorème du moment cinétique. D'accord? Voilà. Donc, voilà, bah, finalement, on en a fini avec finalement les lois de conservation hein, dans ce chapitre. Hein. On a mis vraiment là, en évidence les deux grandeurs qui se conservaient hein, dans les forces centrales. Conservation du moment cinétique du point par rapport au centre de force et conservation de l'énergie mécanique. D'accord? Maintenant, il faut appliquer. Il faut appliquer cette conservation à l'étude des champs de force centrales hein, bien particuliers. Et en fait, là, dans le cadre du programme, une fois que vous avez mis en évidence ces deux lois de conservation, on va les exploiter pour étudier des forces centrales bien précises, les forces centrales newtoniennes. Ouais. Les forces centrales newtoniennes, rappelez-vous, en K sur R carré ER, qui dérive d'une énergie potentielle en K sur R. Et là, on vous demande de réexploiter. Hein. Ici, c'est deux lois de conservation pour étudier le mouvement d'un point, d'accord, dans un tel champ de force centrale. D'accord? Ces forces centrales qui seront dès maintenant newtoniennes. D'accord? Donc c'est le grand 4. On peut continuer un peu ce chapitre. Hein. D'accord? On avait fait le grand 3, conservation de l'énergie mécanique. On peut ensuite continuer sur le grand 4. Donc grand 4, voilà. Donc c'est application des deux lois de conservation précédentes. Mouvement, voilà. Mouvement dans un champ de force central. Donc un champ de force. Donc la force est toujours ici. Alors, je vais modifier un peu ma caméra. Voilà. Force centrale, conservative, et ici qui plus est newtonienne. Donc force centrale, conservative, et ici je mets en majuscule, voilà, newtonienne. D'accord, voilà, c'est un cas particulier mais très important des forces centrales conservatives. Voilà. Bon. Alors juste, quand même, quelques mots hein, pour placer ici le cadre de l'étude. Position du problème. Voilà. Donc, cas particulier mais très important hein, des forces centrales. On va rappeler quelque chose, que c'est d'un point de vue de notation, on aura besoin de fixer une notation claire. Donc, A, un champ de force donc central conservatif newtonien, j'abrège. Donc, un champ de force newtonien. D'accord. De la forme F de R égale K
sur R carré ER, hein, donc c'est une force centrale pour laquelle la dépendance ici radiale étant 1 sur R carré, K étant une constante caractéristique de l'interaction. Ce champ de force newtonien correspond ici une énergie potentielle, ici potentielle, EP de R, voilà, ça on l'a montré, cette énergie potentielle en K sur R, voilà. Et vous le savez, hein, si K est négatif, alors le champ de force, il est comment? Ben, il est attractif. Si K est négatif, le champ de force est attractif. Rappelez-vous le cas de l'interaction gravitationnelle entre deux masses, hein, K vaut moins G Mn'. Au contraire, si K est positif, alors le champ de force il est répulsif. C'est le cas de l'interaction coulombienne entre deux charges de même signe. Bon, là pour utiliser ces champs de force newtoniens, il y a la méthode qu'on vient de voir, mais également une autre méthode, je vais la noter, on verra en TD. Une première méthode qui est plus calculatoire, tout simplement c'est de poser le PFD. Poser à la deuxième loi de Newton, mais attention avec du 1 sur R carré, forcément ça va nous mener à des équations différentielles non linéaires. Donc on peut poser le PFD, d'accord, poser le PFD, et résoudre. Alors là forcément, comme ça sera non linéaire en 1 sur R carré, on va résoudre numériquement hein, les équations du mouvement. Donc résoudre numériquement les équations du mouvement. Ouais. Ou bien, alors il y a une autre solution, on peut les résoudre de manière analytique grâce à ce qu'on appelle des formules de Binet. Donc analytiquement, donc on peut y arriver. Attention, je me place dans le cas des forces centrales newtoniennes, hein, en K sur R carré. Donc de manière analytique, grâce aux formules de Binet, d'accord, que je donne dans le TD. Donc c'est un peu plus calculatoire, formule de Binet, d'accord. Ça nous mène en fait à une équation polaire de trajectoire. D'accord. Première méthode, c'est pas ce qu'on va faire dans ce cours. Ça, on le fera en TD. D'accord. Ou je vous donnerai un correction en TD, on verra si on a le temps. Ou pas en vacances, hein, qui approche déjà dans 15 jours, j'ai vu, dans 15 jours c'est les vacances, donc ouais, il y aura de quoi faire en termes d'exo. Deuxième méthode, c'est exploiter, hein, voilà. Ici, la conservation. De quelle grandeur? Du moment cinétique, du point M par rapport au centre de force. Donc ça, je vous rappelle, c'est une constante. D'accord? Ça provient du théorème du moment cinétique, hein, égal au centre de force. Ça, je vous rappelle, ça implique deux choses. Mouvement plan. Et ça introduit la constante des airs. C égale R carré θ point, d'accord, qui est une constante, plus la vitesse aérolaire égale C sur 2. Donc lié à la loi des airs, d'accord, ici, directement. Bon, conservation du moment cinétique et conservation également de l'énergie mécanique du point M derrière, donc ça fait une synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc ça c'est l'intégrale première de l'énergie mécanique, donc voilà. Ça pareil, la conservation de cette grandeur scalaire, vous l'obtenez grâce au théorème de l'énergie mécanique, hein, c'est ce qu'on vient de faire. Bon ça permet ici de faire conséquence, ça permet d'introduire une énergie potentielle effective. Voilà. Conséquence entre guillemets, on définit une énergie potentielle effective, rappelez-vous, égale 1/2 de M, je reprends, c'est tout frais donc je reprends. Ça c'est 1/2 de M C carré sur R carré, ça c'est l'énergie cinétique orthoradiale, plus, alors ici l'énergie potentielle, elle est là. Hein. Donc ici on est dans un cas particulier, l'énergie potentielle vaut, voilà, K sur R. D'accord? Donc là je connais son expression. Voilà. Donc voilà, si vous faites des fiches de synthèse, voilà ce qu'il faut vraiment retenir, les lois de conservation, conséquences, ici, liées à chacune des deux grandeurs. Bon, alors ça pareil, ça, l'analyse graphique de cette fonction énergie potentielle effective permet de déterminer les limites de mouvement radial, les zones permises, les zones interdites, les équilibres et leur stabilité. D'accord? Voilà. Donc, on y va, ensemble, on commence la première étude, on ne fera que ça aujourd'hui dans la partie cours. On va étudier le cas d'un champ de force newtonien répulsif. Alors, le champ de force newtonien est répulsif si la constante K est positive. D'accord? Donc là, on va étudier, hein, d'un point de vue ici de cette méthode, hein, en quoi ces lois de conservation vont nous permettre de donner des informations
ici sur le mouvement, sur la trajectoire du point M autour du centre de force. Donc chaque fois, je vais essayer de mettre un contexte bien particulier. Alors là, le contexte pour l'interaction répulsive, il est tout trouvé. C'est le cas de l'interaction entre deux charges de même signe. D'accord. Et je vais prendre l'exemple de l'expérience de Rutherford. Donc on est en 1909, qui a mis en évidence ici le noyau atomique. Donc on y va, petit 2, on termine par ça ici, cette partie court aujourd'hui. On va étudier le cas d'un champ de force, newtonien, d'accord, mais répulsif, d'accord, cas d'un champ de force newtonien répulsif. Donc c'est le cas où K, c'est le cas de le dire, le cas où la constante K est, K, ça c'est un K, est strictement positive. D'accord. Donc K d'un champ de force newtonien répulsif, le cas où la constante K est strictement positive. Il y a beaucoup de cas ici. Alors, c'est le cas d'une interaction, et ça continue, cas d'une interaction coulombienne. Ouais. Cas d'une interaction coulombienne entre deux charges du même signe. Voilà. Donc, entre deux charges de même signe. Alors ça, c'est un exo du TD, dans l'un des derniers de mémoire, assez compliqué, assez calculatoire. C'est l'expérience de Rutherford. D'accord, donc c'est quelques mots quand même, un peu d'histoire des sciences, c'est important. L'expérience, vous avez entendu parler en chimie, expérience de Rutherford, ici, voilà, en 1909. Alors cette expérience de Rutherford, je l'ai dit, elle a mis en évidence ici le noyau atomique. Alors comment, rappelez-vous, Rutherford, il a bombardé une mince feuille d'or, d'accord, c'est quelques nanomètres d'épaisseur, le tout placé sous vide. Donc il a bombardé cette feuille d'or par un faisceau de particules alpha. Alors les particules alpha sont des noyaux d'hélium. Les noyaux d'hélium, rappelez-vous, ils sont chargés positivement. Et la charge, elle vaut 2E, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que la plupart, vraiment la plupart, donc 99,99% des particules alpha traversent la feuille d'or sans être déviées. Donc ça a mis en évidence la structure lacunaire de la matière. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qu'il a remarqué, ce qu'il a interprété, c'est qu'un faible pourcentage d'entre elles, donc c'est 0,01% des particules alpha qui sont déviées, mais très fortement. Et ça, cette déviation assez brutale, en fait, Rutherford, il l'a interprété comme étant une violente répulsion, ici, entre la particule alpha et quoi? Et le noyau atomique, en fait. D'accord? Donc ça a permis également de remettre en cause le modèle de l'atome de Thomson, qui le précédait, le modèle du plum pudding. Et là, voilà, il s'agit dans ce contexte, donc ça on va peut-être le noter, expérience de Rutherford, donc mise en évidence quand même, donc ça c'est bien de le savoir quand même, mise en évidence du noyau atomique, mise en évidence du noyau atomique, allez on va le noter, c'est important quand même ça, en bombardant une mince feuille d'or, donc très mince, d'accord, mince feuille d'or, de l'ordre de la centaine de nanomètres de mémoire, j'ai plus, d'accord. Donc c'est une feuille d'or, le tout on place sous vide, d'accord. Donc on bombarde une mince feuille d'or sous vide par un faisceau de particules alpha. Donc par un faisceau de particules alpha. Et rappelez-vous, vous avez fait un peu de radioactivité au lycée, particules sans cesse, que j'ai dit c'est un faisceau de particules. Non, c'est ici, le S. Faisceau de particules, il y a un S à particules, mais il n'y a pas de S. Voilà. Ici, un faisceau de particules alpha. Particules alpha, rappelez-vous, ce sont des noyaux. Voilà, d'hélium. Noyau d'hélium, donc chargé positivement de charge 2E. Donc de charge positive 2E, j'insiste. Voilà, ça je rappelle, c'est important pour bien placer le contexte d'une interaction newtonienne répulsive, et c'est bien le cas. Donc là, je répète, mise en évidence la structure lacunaire, on retrouve ça, la plupart des particules sont déviées, mais ce qu'on va noter ici, seul, 0, j'ai vérifié, 0,01% d'entre elles, donc de ces particules incidentes, donc 0,01% d'entre elles, sont déviées très fortement. Donc déviées très fortement.
D'accord. Et ça se remet en cause le modèle de l'atome de Thomson. C'est-à-dire que là, voilà, l'atome est constitué d'un noyau, d'accord. Forcément, pour qu'il y ait une répulsion avec une particule alpha chargée positivement, un noyau chargé également positivement. Alors, dans cette étude, on y va. Nous, on veut ici, voilà, étudier la trajectoire de cette particule alpha. Donc, dans cette étude, évidemment, le point M, le point matériel, le système étudié, hein, c'est une particule alpha, c'est un noyau d'hélium de charge positive 2e. Dans cette étude, on y va directement, on va admettre, hein, là, d'accord, on va exploiter ce résultat précédent, on va admettre l'expression d'énergie potentielle effective, d'accord, et on va réécrire hein, cette constante K dans le cas de l'interaction entre un noyau d'hélium et le noyau atomique d'or. Hein, d'accord, donc on y va, dans cette étude, on va juste réécrire la fonction énergie potentielle effective. D'accord. Alors elle s'écrit comme étant la somme de l'énergie cinétique orthoradiale, 1,5 de mc carré sur r carré, plus le k sur r. D'accord. Et c'est ce k ici, hein, k étant positif ici, ce k qu'il faut expliciter. D'accord. Bon. Alors ça nous donne quoi? Ça fait 1,5 de mc carré sur r carré. D'accord. Alors rappelez-vous ici le k. J'aurais pas dû mettre égal, ouais. Ouais, notez ici, le passage de là à là. K pour l'interaction coulombienne, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Bon, ça c'est une constante, pas de souci. Fois le produit des charges. Q, Q'. D'accord? QQ'. Donc on aura ce terme-là en 1 sur 4 pi epsilon 0 qui va rester. Attention, la charge Q ici du nœud d'hélium c'est 2E. Donc 2E. Fois la charge Q' du noyau d'or. Attention, le noyau d'or, ici, on a quoi? Il faut connaître ici le numéro atomique, d'accord? Donc ici, on a combien de protons on a? Donc je vérifie Z, avec Z égale 119, donc on aura ZE, hein, donc ZE, d'accord? Étant la charge Q' portée par le noyau d'atome d'or, hein, d'accord? Ici, Z correspondant ici au nombre de protons, hein. D'accord, donc de charge positive contenue dans le noyau de l'atome d'or. J'oublie pas le plus important, n'oublie pas ici le 1 sur R, hein, pour indépendance en énergie potentielle. D'accord. Donc ça, on peut réécrire directement l'énergie potentielle effective. Voilà, soit une énergie potentielle effective qui ne dépend que de R égale 1,5 de mc carré sur R carré. Ouais. Plus 1 sur 4 pi epsilon 0. Là, on aura 2Z2 carré. Bon, ouais, d'accord. 2Z2 carré sur R. Voilà, l'énergie potentielle effective. Et cette fonction-là, en fait, l'étude de cette fonction-là va nous permettre, sans aucun calcul, d'avoir des informations sur les limites du mouvement radial, sur les zones permises, interdites par la particule alpha, et les éventuelles positions d'équilibre. D'accord. Donc, je rajoute, j'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas noté. Voilà, ici, voilà. Z égale 119 ici pour l'or. Bon. La constante K, on vérifie bien que la constante K ici, la constante K qui apparaît, K c'est tout ça. La constante K, on est bien dans le cas où la constante K est bien positive. Ok. Et là ensuite il s'agit d'étudier la fonction énergie potentielle effective. Voilà, il faut l'étudier. Bon. Alors, étudier cette fonction ici, très simplement, hein, ça, je pense qu'on a déjà fait ce type de fonction en physique, hein, dans différents domaines, en élec, en méga. Là, ce qu'on voit directement, ce que tout le monde voit, hein, qu'il s'agit d'une fonction à valeur positive. Attention, R, hein, c'est la distance du centre de force au point M, d'accord, ici, ce qu'on appelle ici légalement, quand on est polaire, le rayon polaire, strictement positif, hein, d'accord. Donc là, toutes les grandeurs sont positives, donc c'est une fonction à valeur positive, ça on peut déjà noter. Là, c'est, je vais remonter, pardon. Voilà, des fois je ne pense pas regarder la caméra. Est une fonction à valeur positive, donc on va occuper seulement un des 4 cadrans du repère cartésien. Enfin, repère cartésien, en fait, on va tracer, pardon, énergie potentielle effective en fonction de R, donc fonction un seul cadran, fonction à valeur positive, en effet, avec K positif, tel que. Alors, tel que quoi? Bah là, l'étude aux limites est assez simple. Ouais, on va donner les valeurs quand R tend vers 0 et quand R tend vers plus infini. Alors, cette énergie potentielle effective, elle est là. Quand R tend vers 0, bah là, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Quand R tend vers 0, d'accord, ça diverge à l'infini. Donc, ici, quand R
tend vers 0, ça tend vers plus infini. Au contraire, quand R tend vers plus infini, pareil, il n'y a aucune ambiguïté. Quand R tend vers plus infini, ça tend vers 0. D'accord? Donc avoir en tête, voilà, quand 0 ça diverge, en plus infini, ici, ça tend vers 0. Bon. Ensuite, ce qu'on peut faire également, là c'est simple, hein, on peut étudier ici directement le sens de variation de cette fonction, donc estimer la dérivée. Donc on peut estimer la dérivée directement, donc dériver cette énergie potentielle effective par rapport à R. Donc on y va à la suite. Voilà, donc ça je vais le garder en tête. Elle est où cette fonction? Elle est là, voilà, comme ceci. Je vais remonter. Voilà, c'est bon, je centre. On y va, c'est parti. On calcule ici la dérivée, voilà, de l'énergie potentielle effective par rapport à R. Alors, on va dériver ça par rapport à R. C'est dérivé à 1 sur R carré. Donc j'aurai 1 demi de mc carré. Dérivé par rapport à R à 1 sur R carré, vous le savez, hein, ça vous retourne du moins 2 sur R cube. D'accord, ce terme-là, il fait. Et après, j'ai le terme ici, un constant. Alors, je vais laisser le K. En fait, je vais laisser le K. C'est plus K sur R. Donc, plus K. Et dérivé à 1 sur R par rapport à R. Ça également, vous le savez faire. Hein. Ça va vous retourner ici 1 moins 1. Ici sur R carré. D'accord? Donc, on obtient quoi? Les deux simplifient. On obtient moins, j'oublie pas le moins qui est devant le 2. Hein, moins mc carré sur R cube. Ouais. Moins K sur R carré. Ah bah là c'est évident, oups, c'est évident que ici hein, on voit que la dérivée, ici, regardons, toutes les grandeurs sont positives, R, C, K, K étant positif également, donc là c'est sur le fait que ici, cette dérivée ici est négative, je rappelle, hein, K étant strictement positif, c'est-à-dire que la fonction ici, la courbe ici strictement décroissante, d'accord? Donc là, ici, voilà, EP de F est strictement décroissante sur, alors ici 0 plus infini, d'accord? En 0 ici, d'accord, ça diverge en 0, bon je crois que 0, donc 0 plus infini, strictement décroissante. Alors ça permet de tracer le graphe d'énergie potentielle effective, voilà. Oups, je vais juste prendre ma règle, voilà, alors le graphe, on y va, donc ça je peux reprendre ici directement. Alors, fonction en valeur positive. Hop. Donc on trace l'évolution de l'énergie potentielle effective en fonction de la coordonnée radiale. Là, quand vous placez l'origine, il faut bien comprendre que O, l'origine O, je vais le mettre en rouge ici, je vais remonter, que tout le monde voit. Le point O, c'est le centre de force. Rappelez-vous, l'origine du repère hein, est placée au niveau du centre de force. Le centre de force, ici, il est répulsif. Hein. C'est le noyau d'or. Hein. Voilà. Le centre de force est répulsif, c'est le noyau d'or. Ça, c'est l'origine. Voilà. Là, je trace l'allure de l'énergie potentielle effective en fonction de R. Donc, fonction qui est strictement décroissante sur 0 plus infini, qui diverge en 0 et qui tend vers 0 plus infini. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Ok. Maintenant, ce que vous faites, c'est placer des droits d'énergie mécanique. Voilà, il n'y a pas 36 ici possibilités. Hein. De toute façon, dans tous les cas, on aura la même conclusion. Je place ici arbitrairement, vous voyez, sans quel que soit à l'endroit où je vais placer les droits d'énergie mécanique, j'aurai les mêmes conclusions. Hein. D'accord, ça faut en être convaincu. Alors, je place ma droite d'énergie mécanique, ici, qui est une constante. D'accord? Donc, une droite horizontale d'énergie mécanique. Ça me définit un point d'arrêt. Voilà, ce point d'arrêt, ici, c'est lié à la valeur de R, bah, c'est la valeur de R minimale, ce qu'on appelle la distance minimale d'approche. Ouais, puisque là, ce que l'on a ici, hein, directement, voilà, on aura ici R min, voilà. Et en dessous de R min, bah, la courbe d'énergie potentielle effective rouge est bien au-dessus de la droite horizontale d'énergie mécanique. Donc les valeurs ici inférieures à R min sont bien des zones interdites, que je vais assurer, d'accord? Au contraire, on aura des zones permises allant de R min à plus l'infini, d'accord? Donc là, dans ce cas de figure-là, et même dans d'autres cas, je peux placer l'énergie mécanique à différents endroits
sur mon graphe d'énergie potentielle effective, il n'y a pas de souci, je veux retrouver les mêmes conclusions, à savoir, ici dans ce champ de force centrale newtonien répulsif, on aura une trajectoire non bornée du point M. Donc là, l'étude graphique nous amène à conclure qu'on aura une trajectoire non bornée du point M. Voilà. Tel que R, R appartienne à R min. Alors si R égale R min, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective. D'accord. Alors ça ne veut pas forcément dire que la particule s'arrête. On s'intéresse uniquement au mouvement radial. Il n'y a que l'énergie cinétique ici, qu'on fait de la somme. D'accord. Attention, il y aura toujours un complément d'énergie cinétique radiale. Parce que dans l'énergie potentielle effective, vous avez uniquement l'énergie cinétique orthoradiale. Le complément, c'est l'énergie cinétique radiale. Donc R min, je continue, à plus infini. Ou R min, ça c'est un ou R min, est ce qu'on appelle la distance minimale d'approche. D'accord. Alors, ce que j'ai appelé, oui, distance, ouais, le point d'arrêt, c'est un peu ambigu, d'accord. Point d'arrêt entre guillemets. Donc, R min, distance minimale d'approche. Dans les conditions d'expérience, d'accord, dans l'expérience de Rutherford, je vous donne l'ordre de grandeur de cette distance minimale d'approche. R min, il est de l'ordre de 10 puissance moins 14 mètres. D'accord, donc c'est bien cohérent avec ici, voilà, le contexte, ici. Voilà, donc 10 puissance moins 14 mètres, on est quand même inférieur au rayon de l'atome, on est bien dans l'interaction ici nucléaire, d'accord. Donc on est bien inférieur au rayon de l'atome. Donc trajectoire non bornée qu'il faut associer à un état de diffusion, un état libre. Donc on a un état de diffusion. État de diffusion. Un état qu'on qualifie également de libre, d'accord. C'est-à-dire, donc état de diffusion, état libre, le point M peut s'échapper, vous le savez, à l'infini, donc en R tend vers plus l'infini, avec une énergie cinétique non nulle. Avec une énergie cinétique, voilà, non nulle. Énergie cinétique radiale ici, d'accord. Donc il peut s'échapper à l'infini. On le voit ici, d'accord. On prend par exemple cette distance R ici. Voilà, la différence ici entre les deux, d'accord, va vous donner ici l'énergie cinétique directement. Voilà, à cette valeur de R ici, d'accord. Parce que vous faites EP effective plus 1/2 de MR point carré égale énergie mécanique. D'accord. Voilà. Alors ça, ce sont des discussions purement qualitatives, purement générales, qui permettent de délimiter ici, voilà, le mouvement radial. Un mouvement radial uniquement en fonction de R, de la particule. La trajectoire non bornée, on fait apparaître une distance minimale d'approche, d'accord, en dessous de laquelle, rappelez-vous, la fonction d'énergie potentielle effective est au-dessus de la droite horizontale d'énergie mécanique, donc ça définit une zone interdite, zone permise, trajectoire non bornée, état de diffusion, état libre. Le point M peut en effet s'échapper à l'infini. L'énergie potentielle effective elle tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini, avec une vitesse ici non nulle, d'accord, vitesse radiale. Et là, on va admettre la trajectoire. C'est-à-dire que là, on n'a pas les outils mathématiques pour mettre ici en évidence la nature de la trajectoire en coordonnées polaires. Là, on admet. Ouais. Bon, on admet que la trajectoire du point M, c'est la particule alpha, c'est une branche hyperbole dont le centre de force O, qui est un centre répulsif, occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire. Donc ça, il faut le connaître et on l'admet ici dans ce paragraphe. On admet, je le souligne, on admet que la trajectoire ici, donc on admet que la trajectoire du point M, donc on remplace ce contexte, expérience de Rutherford, c'est la particule alpha. D'accord. Donc on admet que la trajectoire du point M, particule alpha, est une branche d'hyperbole. Alors ça, il faut le connaître, vraiment. Donc on admet que la trajectoire ici du point M, dans ce cas de figure-là, dans le cas d'une force centrale conservative, newtonienne, répulsive, d'accord, donc cas d'une force centrale répulsive, est une branche d'hyperbole dont le centre de force O, dont le centre de force O, d'accord, répulsif ici,
J'insiste bien sur le fait que voilà, le centre de force O est bien répulsif. Ce centre de force O occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire. Vous voyez, il y a une logique entre force centrale répulsive et le fait que ici, le centre de force occupe le foyer. Attention, occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire. Voilà. Il s'agit d'un état de diffusion. Raison pour laquelle on parle également de diffusion de Rutherford. Voilà. Il s'agit d'un état de diffusion. Bon, allez on y va. Et là on va représenter cette trajectoire. Branche d'hyperbole dont le centre de force occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire gamma de la particule alpha. Donc comment fait-on? On va se placer dans le plan cartésien. On y va. On va placer un axe Y vertical ascendant. Tout le monde voit. Un axe OX comme ceci. D'accord? Et je vais, surtout, je ne vais pas placer l'origine O ici. Surtout, je ne vais pas faire cette erreur-là. Le centre de force ne sera pas ici. Le centre de force, en fait, il est lié au foyer. Vous voyez, au foyer de la branche hyperbole. En fait, je ne vais pas vous rappeler, je vais vous donner, vous ne connaissez pas, l'équation cartésienne d'une hyperbole. Donc l'équation dans le plan cartésien x ou y. Donc j'écris ici, vous voyez peut-être, ici en bas à gauche, en tout petit, désolé. Donc ça se verra peut-être un peu moins à la caméra. L'équation cartésienne d'une hyperbole dans le plan x ou y. Je vous dis que je vous apprends que c'est x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1 avec a, b des constantes positives. Attention, c'est a virgule b, constante positive. Une fois que j'ai l'équation cartésienne d'une hyperbole, je peux en déduire les asymptotes, ici. Ça permettra de tracer les asymptotes à ces deux branches d'hyperbole. Alors, asymptote, ici, on aura du y carré, ici, indirectement. Alors là, je vais faire quoi ici? Je vais faire passer ça de l'autre côté, d'accord? Alors, le terme en 1, asymptote, ici, asymptote de la forme, ici, en B2 sur A2, sur x2. Je ne garde que ce terme-là, je garde que le terme prénom, le terme en x carré, d'accord? Je veux tracer les asymptotes. Ici, voilà, l'asymptote, voilà, en plus ou moins l'infini. Donc, je garde ce terme en x2, donc plus ou moins, ici, b sera x. En fait, ça me permet de justifier l'allure des asymptotes dans le plan cartésien. Asymptote a des branches hyperboles. En fait, ce sont des fonctions qui vont passer par ce point-là, d'accord? Alors, le rapport b sur a, je n'ai pas besoin de le connaître. Ce qu'il faut, c'est simplement, ça me permet de faire ça. Oula, de tracer des asymptotes, ici, en pointillé. Alors, c'est pour bien représenter la branche hyperbole. Donc, première asymptote, voilà. La seconde, elle est ici, également. Voilà, deuxième asymptote. Une fois que j'ai mes deux asymptotes, alors on doit passer ici, voilà. Et la branche hyperbole, d'accord, est tangente les asymptotes, d'accord, en plus ou moins l'infini. Donc, la première branche, ici, je vais faire une première branche hyperbole. Donc, si je fais une première branche hyperbole comme ceci, tangente, elle va venir ici et revenir tangente à cette asymptote-là, d'accord? Si je fais ça, j'aurai un foyer. Le foyer, ici, j'aurai un premier foyer. Je vais le représenter ici. Oups. Voilà. Un premier foyer ici. Donc, je répète. Première branche hyperbole. Donc, j'entame ici l'hyperbole qui est tangente à son asymptote. Elle le sera également ici, tangente à ce niveau-là également. Et je vais, voilà, faire ceci. On y va. Voilà. Symétriquement, on essaie de faire ça. Très bien. Là, je peux orienter la trajectoire comme ceci. Voilà. Et cette branche hyperbole possède un foyer que je représente ici. Symétriquement, je pourrais également faire une deuxième branche hyperbole. Le foyer symétrique, j'en fais un second ici, voilà, et j'aurai une deuxième branche hyperbole. D'accord? Mais je ne vais pas le faire. Pas surcharger le schéma, d'une part, et surtout pour dire que ça sera la trajectoire de la particule alpha. En effet, si je place ici, voilà, directement sur la trajectoire gamma, je vais placer mon point M de masse M, qui est en fait la particule alpha. Une fois que j'en ai fait une de trajectoire, bon, c'est fini parce qu'en fait, là j'aurai la trajectoire hyperbolique, j'ai une branche d'hyperbole, d'accord, dans le plan cartésien, une branche hyperbole orientée dans ce sens-là, d'accord. Le centre de force ne va pas occuper ce foyer-là. Ça, c'est le foyer le plus proche de la branche d'hyperbole, d'accord. Le centre de force répulsif, ici, va occuper le foyer le plus éloigné. Le foyer le plus éloigné, il est là. Donc le centre de force, ici, répulsif, il est où? Il est là, c'est-à-dire qu'ici, voilà,
Alors je vais le représenter hein, comme étant le noyau, donc un peu moins forcément ponctuel, on va dire, que la particule alpha. Là, j'aurai le point O, donc là, ce sera le point O, et le point O, c'est le noyau d'or, voilà, qui est en fait le centre de force répulsif. Voilà. Centre de force répulsif placé en haut. D'accord? Voilà. Et là, bah, voilà, je répète et je fais correspondre ceci à la définition. On admet que la trajectoire du point M, particule alpha, trajectoire représentée ici en rouge, fléchée comme ceci, hein, d'accord, est une branche hyperbole dont le centre de force O occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire. Il s'agit bien d'un état de diffusion. En effet, la particule vient de l'infini, repart à l'infini, d'accord, avec une vitesse ici à l'infini non nulle. D'accord? On peut également faire apparaître la distance minimale d'approche sur ce schéma, ouais, pourquoi pas. La distance minimale d'approche, ici, elle est entre le centre, ici, entre le point O, donc le centre du noyau, et ici. Voici Hermine. Donc là, en bleu, je ne sais pas si vous le voyez, d'accord. Bon, après, je peux stabiloter s'il le faut, hein, stabiloter comme ceci, voilà, de d'ici, voilà, ça se voit mieux. Là, on aura Hermine, distance minimale d'approche, hein, correspondant ici, par exemple, à cette énergie mécanique précédente qu'on avait ici sur le schéma. D'accord, il faut fixer la valeur d'énergie mécanique, bien évidemment. D'accord. Là, c'est purement arbitraire. Hein. La trajectoire ici est arbitraire. Hein. Je ne prends pas en compte les valeurs ni de A ni de B, ni l'énergie mécanique, ni la vitesse. Ce qu'il faut, c'est représenter sur le même graphe. On veut, c'est l'allure. Et il faut admettre ici que la trajectoire de la particule alpha, ça sera une branche hyperbole, d'accord, dont le centre de force O occupe le foyer le plus éloigné de cette trajectoire ici, d'accord, en rouge, puisqu'il s'agit d'un état de diffusion. Le point M, d'accord, peut s'échapper à l'infini avec une vitesse non nulle. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour la partie cours, qu'on a quand même bien avancé. Donc là, la suite du cours, je vous conseille de reprendre ici donc l'exercice sur le potentiel de Yukawa. D'accord, donc reprenez l'expression du potentiel de Yukawa. Je vais laisse avancer sur les exercices et je suis là pour répondre à vos questions. A tout de suite, au revoir.